vous, j'aimerais étudier un texte très célèbre d'Aristote sur la nature du bonheur, sur la définition de son bonheur. Aristote a consacré un livre très important sur la question, l'Éthique à Nicomaque, dans laquelle il traite tous les aspects de la quête du bonheur, sa définition, ses moyens, ses obstacles, ses conditions. Et dans le premier livre, il s'attache justement à définir précisément ce qu'est la nature du bonheur. Aristote prend le temps de le faire parce qu'il connaît les dissensions, les opinions divergentes qu'il y a à ce sujet. Effectivement, beaucoup pensent que le bonheur est dans le plaisir, d'autres pensent qu'il est dans les honneurs, ou encore dans la gloire, dans la vertu, dans la contemplation, ou dans l'argent encore. Et puis même s'il y a un grand nombre d'opinions sur le bonheur, il faut constater qu'il y a une variabilité de ces opinions. Un homme malade pensera que le bonheur est dans la santé. Quand il aura retrouvé la santé, il pensera alors que le bonheur est dans l'argent. Une fois qu'il aura l'argent, il pensera que c'est dans l'amour, ainsi de suite. Donc il y a une double difficulté au bonheur, les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'il est, et en plus, ils changent en permanence d'avis. Alors c'est pour ça qu'Aristote cherche à trouver un moyen rationnel de dépasser cette multiplicité d'opinions. Il cherche à dépasser les préjugés, les opinions. Autrement dit, les idées toutes faites sur la question qui, le plus souvent, dépendent d'un pressentiment, d'affect, mais qui ne sont pas réfléchis. C'est quand même très étonnant qu'on accepte sur cette question du bonheur de le rechercher sans même s'être interrogé sur ce que nous recherchions, en faisant confiance à une idée, une intuition non réfléchie. C'est toute la question d'Aristote. Son point de départ, c'est de dire que le bonheur est le plus grand bien. Sans doute, l'identification du bonheur et du souverain bien apparaît-elle comme une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Ce qu'on désire encore, c'est que nous disions plus clairement quelle est la nature du bonheur. C'est-à-dire qu'un homme qui est heureux ne peut pas désirer plus. Fondamentalement, l'homme désire le bonheur. C'est le plus grand bien qu'il puisse avoir. Aussi, au lieu de rechercher ce que c'est que le bonheur, il cherche plutôt à définir ce qu'est un bien et trouver à partir de cette définition du bien quel serait le bien particulier qu'on nomme bonheur. On constate une première chose pour Aristote. Le bien est ce que toute chose désire. C'est la fin de toutes nos actions. En effet, un médecin recherche la santé. Toutes ses actions ne sont rien d'autre que des moyens pour qu'un homme retrouve la santé. Et on voit bien que la santé, c'est le bien du médecin. Un architecte souhaite faire une belle maison. Il faudrait définir ce que c'est qu'une belle maison pour bien vivre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les moyens qu'il va employer seront dirigés vers cette fin, construire la plus belle des maisons. Autrement dit, le bien est ce que toute chose désire. Mais le bonheur n'est pas un bien comme les autres. Il a deux autres caractéristiques pour Aristote. La première caractéristique, c'est que c'est un bien qui est autosuffisant. Il est en lui-même complet. Il ne lui manque rien. Parce que s'il lui manquait quelque chose, ça voudrait dire qu'il ne serait pas le bonheur, pas souverain. Ensuite, s'il est souverain, ça veut dire qu'il est ultime. C'est-à-dire que ce bien n'est pas un bien en vue d'autre chose. Par exemple, la santé est un moyen. Personne ne veut être en bonne santé pour être en bonne santé. On veut être en bonne santé pour pouvoir bien agir et profiter de la vie. Eh bien, le bonheur, c'est justement profiter de la vie pour elle-même. Et il va falloir définir ce que c'est que ce bien ultime que nous voulons pour lui-même. Donc deux caractéristiques du bonheur, autosuffisant et ultime. On comprend. Ce que fait Aristote là, sur ce point, c'est de lier la question du bien objectif, de la réalité du bien, ce qu'il appelle le bien souverain, et la question subjective, le bonheur, ce que l'on ressent. Or, pour lui, les deux sont très liés. Parce que sinon, si on dissociait les deux, ça voudrait dire que le bonheur subjectif ne serait pas un bien réel, serait un bien trompeur, illusoire. Pour Aristote, au contraire, c'est un bien réel qui fait que l'on se sent bien, que l'on se sent heureux. Il y a un lien très fort entre les deux. C'est la réalité du bien qui fait le sentiment du bonheur. Ainsi, Aristote a posé la demande de ce texte-là. Quelle est la nature du bonheur? Face à cela, il faut mettre en place une stratégie argumentative qui dépasse nos opinions. Et Aristote met immédiatement en place une stratégie hypothétique. Peut-être y arriverons-nous si. C'est la question de savoir s'il existe un métier d'homme. Et pourquoi cette question du métier d'homme, de la fonction d'homme? On a donc trois questions à se poser et auxquelles il faudra répondre. Pourquoi Aristote cherche du côté de la fonction? Deuxièmement, est-ce que l'homme a une fonction? Troisièmement, quelle est cette fonction si on a découvert que l'homme avait une fonction? Et à partir de là, on pourra sortir du raisonnement hypothétique pour proposer une définition stricte du bonheur. Alors, première étape,
Pourquoi Aristote s'intéresse à la question de la fonction et de l'activité? Dans ce texte, nous allons parler de la fonction d'homme, du métier d'homme. Or, il peut y avoir une confusion assez facile quand on lit le texte parce qu'Aristote prend beaucoup d'exemples de métiers particuliers. Il parle du flûtiste, du statuaire, du charpentier, de l'architecte, du médecin, etc., etc. Et donc on pourrait croire que quand il parle du métier d'homme, il veut en réalité nous parler des métiers particuliers que chacun d'entre nous est appelé à occuper dans la société. Attention, ce n'est pas le cas. Quand Aristote parle de la fonction propre de l'homme, il veut entendre l'activité propre de l'humanité. Il faut bien comprendre ce que veut dire ce mot propre. Ici, propre, ça ne veut pas dire individuel pour un tel ou pour un tel. Propre, ici, signifie omni soli semper. Ce qui est propre à l'homme, à l'humanité, c'est omni, ce que partagent tous les êtres humains entre eux. Soli, mais seulement les êtres humains à l'exclusion des autres espèces, le tigre, le lion, le chat, la vache, le chêne, la carotte, la tomate. Semper, c'est-à-dire que ça appartient toujours à l'humanité. Autrement dit, ici, ce qu'on entend par l'expression métier d'homme, c'est l'activité propre à l'humanité par distinction des autres espèces. Le mot propre n'est donc pas du tout à prendre de manière individuelle pour distinguer les hommes entre eux. Au contraire, le propre est ce qui est commun à l'ensemble de tous les êtres humains de manière absolument indistincte. Quand on parle du métier d'homme, on parle de quelque chose qui concerne tout le monde de manière générale. Simplement, c'est un propre par distinction des autres espèces.